C'est encore une fois un peu spécial, j'y reviendrai dans quelques instants. Nous aurons demain en plus, le mercredi, notre convention sur la souveraineté numérique. Ne l'oubliez pas, demain, bien entendu, en association avec l'association Code 3. Si cette soirée est un peu spéciale, c'est tout simplement que nous l'avions décidé juste au lendemain de l'attentat à la préfecture de Paris, il y a donc plusieurs semaines. Mais aujourd'hui, l'islam politique, l'islamisme, la radicalisation, le communautarisme, la laïcité sont toujours au cœur de l'actualité, comme nous l'avons montré avec Jacqueline Eustache-Brinot et d'autres sénateurs et sénatrices qui sont ici, que je voudrais saluer, député aussi Valérie Boyer, puisque nous votions il y a très exactement 8 jours un texte, une PPL à l'initiative de Jacqueline sur le voile pendant les sorties scolaires. De cet épisode, notamment législatif, mais de tout le reste, nous avons tiré une double conviction. La première des convictions, c'est contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, qui aimerait d'ailleurs que ces questions d'islamisme, de radicalisation, de laïcité soient des questions qui soient sans lien aucun avec les attentats, nous pensons, et je sais que celles et ceux qui sont derrière moi partagent cette conviction, nous pensons qu'il y a bien sûr le djihadisme, mais il y a aussi la fabrique du djihadisme. Il y a ce terreau qui rend possible, demain sans doute, des vocations de djihadisme. Et ce terreau, c'est une idéologie qui place la foi au-dessus de la loi, qui place notamment le Coran ou la charia au-dessus de la loi civile, de la loi républicaine. Ça, c'est la première conviction qu'il faut sans cesse réaffirmer. L'autre conviction, c'est que ces problèmes de laïcité, ces questions qui concernent la radicalisation, sont au cœur aujourd'hui de la nation française et travaillent tous les Français. Et je pense qu'on doit apporter une réponse sereine, mais une réponse très ferme, une réponse républicaine et surtout pas mettre sous le tapis ces questions comme semble vouloir le faire le président de la République Emmanuel Macron. Je pense qu'on le doit à tous les Français et on le doit encore plus à nos compatriotes français musulmans qui en ont marre d'être associés et amalgamés à ces islamistes. Ça, c'est cette double conviction que je veux porter avec vous ce soir, en remerciant la palette d'invités autour, alors chacun la connaît, et elle se voit ce soir, donc Jacqueline Eustache-Brinot, qui est la promotrice de la PPL dont je vous parlais tout à l'heure. 3 interventions de qualité, vous la connaissez, Sina Belrazoui, c'est la voix du courage. Elle se bat, essayiste, journaliste, je ne la présente pas parce que vous la connaissez, mais on a ici à Force Républicaine beaucoup de respect pour son combat et aussi son audace et son courage. Voilà, un jeune ami, Amine, aussi, qui vous parlera de son expérience personnelle. Il a connu dans sa famille ce phénomène de radicalisation. Et puis, bien sûr, quelqu'un dont j'ai avalé le week-end dernier le livre que je vous recommande, Takia, Mohamed Sifawi, qui est essayiste, écrivain, qui est aussi journaliste, réalisateur, et qui a, je trouve, une analyse très percutante de cet islam politique, de cette idéologie, notamment de fréro-salafistes. Il va pouvoir nous en parler dans quelques secondes. Ils sont très différents. Ils ont des parcours très différents. Mais il y a 2 choses qui les rassemblent, si j'ose dire. Un, ce sont tous les 4 des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que depuis des années, pour certains, ils nous disent les ravages, ils nous disent les avancées de cet islam politique qui représente un vrai danger pour notre République. Ce sont des lanceurs d'alerte qui, évidemment, nous préviennent, mais qui subissent aussi des menaces. Ils sont protégés. Zineb est protégée parce qu'elle a des menaces de mort. Jacqueline et d'autres sénateurs ont reçu des menaces simplement pour avoir voté un texte qui impose, vous vous rendez compte, la neutralité religieuse des signes ostentatoires pour les sorties scolaires, parce qu'on considère que les sorties scolaires, c'est l'école hors les murs, et que les règles qui doivent s'appliquer à l'école hors les murs doivent s'appliquer aussi à l'école dans les murs. Il y a une simple extension. Voilà. Ensuite, ce que je voudrais aussi dire, c'est ce qui les rassemble, c'est que souvent, dans les menaces qu'ils ont, il y a cette inversion des valeurs, et la menace qui est proférée contre eux, c'est celle de l'islamophobie. Vous savez que M. Mélenchon et d'autres comparses feront le 10 novembre prochain une manifestation. Je le dis non pas pour leur faire de la publicité, mais simplement pour dire que cette menace d'islamophobie, elle est envoyée à ceux qui essaient
justement de lancer un certain nombre d'alertes, comme si simplement la contradiction était vécue comme une agression, comme une discrimination. Et je pense que ce retournement de valeur, il faut aussi le démasquer. La deuxième chose auquel ils sont très attachés, c'est à la République. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a deux modèles, très clairement. Le président de la République doit choisir. Il y a un modèle qui est anglo-saxon, celui-là ne connaît que des individus totalement isolés, et s'accommode parfaitement d'une juxtaposition de communautés. Ça, c'est le modèle anglo-saxon, ça n'est pas le modèle républicain. Ça ne peut pas non plus être le modèle de la laïcité. Il n'y a pas vraiment de laïcité là-bas. Notre modèle français, laïque bien sûr, c'est un modèle qui reconnaît le citoyen avec une seule communauté, la communauté nationale. Le modèle anglo-saxon multiculturel est un modèle qui divise, c'est un modèle centrifuge qui organise d'ailleurs la concurrence entre les communautés et qui débauche fatalement sur la violence. Notre modèle appelle chacun à vivre en paix, avec les mêmes droits dans cet espace symbolique qui est la citoyenneté et qui est la République française. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction pour planter, comme on le dit parfois sur des plateaux de télévision ou de radio, le décor. Je vais maintenant passer tout de suite la parole à notre sénatrice, puisque c'est Jacqueline Sage-Bruno qui va faire ce soir l'animatrice. Elle connaît le sujet, croyez-moi, pour avoir été maire d'une commune de 20 000 habitants et avec, elle aussi, beaucoup de courage, y compris physique. Merci. Merci. Alors, quelques mots, évidemment, avant de laisser la parole à nos invités. C'est vrai que Bruno l'a rappelé, moi je suis une petite fille de la République et les combats que j'ai menés et que je mène encore, c'est juste parce que nous sommes des républicains. Oui, j'ai été menacée, oui, j'ai mené des combats, mais je n'accepte pas que dans ce pays, on laisse fracturer ce pays au nom d'un islam politique qui veut faire passer la foi avant la loi. C'est juste pas possible. Et quand on parle de cela, je pense que vous y reviendrez, nous protégeons aussi les quartiers les plus populaires de notre pays. Parce que c'est vrai que les quartiers les plus riches sont un petit peu éloignés de ces problèmes-là. Mais quand on va dans les quartiers populaires, on ne peut pas laisser les enfants de la République aux mains de l'islam radical. C'est juste pas possible parce que c'est des enfants que nous allons laisser se construire en détestant ce que nous sommes. Il y a une vraie détestation dans certains propos, ça c'est une vraie réalité. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile de le faire, ça demande du courage. Moi j'ai toujours dit que nous les élus, nous devons montrer l'exemple, nous n'étions pas à vendre. Et nous ne devons pas calculer si nous perdons des voix et si nous gagnons des voix dans nos combats. Ça, c'est la première chose à dire. Alors, peut-être certains d'entre vous vont dire c'est facile à dire. Non, c'est pas facile à dire. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est-à-dire qu'on sait très bien que nous subissons, nous les élus, des demandes de toutes sortes. Communautaristes, on en a. Il faut savoir résister. Par contre, il faut être juste. Ce qu'on interdit aux uns, il faut interdire aux autres. Ça, c'est la seule chose qu'il faut s'imposer quand nous sommes élus. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes, à mon avis, à un tournant de cet équilibre que nous devons maintenir dans notre pays. Si nous n'arrivons pas aujourd'hui à nous battre contre cet islam politique, je pense que nous vivrons des choses très difficiles dans les années qui viennent et nous aurons des enfants qui se construiront non pas les uns avec les autres, mais les uns à côté des autres. Et ça, je pense qu'on ne peut pas laisser faire ça. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. Nous avons des combats à mener, mais nous devons les mener ensemble. Et puis aujourd'hui, je me dis que, et Zineb sait de quoi je parle, il y a près de 5 ans, nous étions des milliers à être dans la rue pour défendre l'esprit Charlie suite à ce que il avait malheureusement ce que nous avons vécu et ce que nous avons vécu encore après. Et que je me demande où il est cet esprit-là. Nous étions unis autour de valeurs communes, autour de quelque chose qui avait heurté la République et nous étions dans la rue pour nous battre pour cette République. Et qu'est-ce qu'on a 5 ans après? Des manifestations, comme l'a rappelé Bruno, qui sont organisées pour se battre contre l'islamophobie en France. Mais qu'est-ce que c'est l'islamophobie? Si c'est dénoncer ce que une partie des musulmans veulent imposer à notre République, alors 80% des Français sont islamophobes. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que sur les 8,5 millions musulmans à peu près qui sont en France, il y a 3 millions de pratiquants vraiment, qui pratiquent. Et puis parmi ces 3 millions, il y en a peut-être 25% qui sont des rigoristes et qui veulent imposer leurs choses. Donc ça représente combien de personnes sur le territoire français? Combien il représente? Une toute petite partie, mais extrêmement violente, extrêmement visible et extrêmement agissante.
Et moi, j'en veux beaucoup à certains intellectuels qui cautionnent ça. On voit bien les soutiens qui ont été signés par des acteurs, des intellectuels. Enfin, Omar Sy, il vit en Californie, c'est vrai qu'il est très concerné par ce qui se passe chez nous. Enfin voilà, des gens qui cautionnent ça, mais c'est extrêmement dangereux de se dire qu'il y a parmi nous des intellectuels, des journalistes qui ne se rendent pas compte que leur parole est dangereuse et cautionnent cette espèce de séparatisme qui veut s'imposer à nous. Et ce séparatisme, nous devons, c'est notre responsabilité, le dénoncer. Alors c'est vrai, Bruno l'a rappelé, la semaine dernière, le groupe LR a porté ce texte de loi sur les signes ostentatoires. Cette loi, elle a eu un intérêt, c'est que pendant 4h30, nous avons débattu. Voilà, tous les groupes se sont exprimés, tout le monde n'était pas d'accord. La loi a été votée, tout le monde y a beaucoup travaillé. Max Brisson, d'ailleurs, qui a été le rapporteur, a extrêmement, s'est battu sur le fond. Il a fait un travail extraordinaire. Et puis, au lendemain de ce texte, déferlement de haine sur les réseaux sociaux, menaces, quels sont ces sénateurs, donnez-nous les noms, les villes où ils sont, on nous a traités de nazis. Non mais ça, c'est juste pas possible. Donc c'est vrai que j'ai porté plainte une première fois pour menace le jeudi, et puis comme j'ai vu que nous étions traités de nazis, j'y suis retournée le samedi pour insulte. Parce qu'on ne peut pas accepter, parce que là, c'est la démocratie qui est en danger. C'est notre démocratie qui est en danger. C'est-à-dire que quand des parlementaires doivent rendre des comptes sur des textes de loi qu'ils votent, mais où allons-nous ? Enfin, c'est très grave de laisser faire ça. D'autant qu'en plus, j'avais fait un mail au ministère de l'Intérieur qui avait eu comme seule réponse de dire « Nous allons signaler tout ça sur le site Pharos, madame la sénatrice ». Donc ça, c'est quand même un peu insupportable d'être soutenu par le ministère de l'Intérieur avec un signalement sur Pharos qui ne sert strictement à rien. Donc sincèrement, je crois que nous devons aussi dénoncer tout ça. Mais nous ne devons pas avoir peur de cela. Nous devons résister. Oui, c'est pas facile. Mais si nous, les élus, nous ne résistons pas, que peuvent faire les habitants? Que peut faire le citoyen? Pas grand-chose. Donc nous devons montrer l'exemple. Nous devons montrer le chemin. Parce qu'en plus, aujourd'hui, comme l'a rappelé Bruno, on a un président qui montre pas le chemin. Et c'est aussi ce qui est extrêmement anxiogène dans notre pays aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pose un petit problème, mais on ne donne pas la ligne. Et il n'y a rien de pire qu'un président qui ne donne pas la ligne et qui ne dit pas où il va. Parce que ce climat est anxiogène dans le pays. Ceux qui attendraient des réponses pour avancer, ne les ont pas. Puis ceux pour lesquels il faudrait dire non, comme ils n'entendent pas non plus un non, ils s'installent encore plus dans l'espace public. Donc vraiment, on est dans un climat tellement anxiogène avec une colonne vertébrale qui n'existe pas, qu'il nous appartient de résister. Voilà ce que je voulais vous dire. Et vous allez avoir des spécialistes qui vont aussi vous parler d'un certain nombre peut-être de ressentis et de pourquoi nous en sommes là. Mais je pense que voilà, je voulais vous faire part de cette expérience, vous dire que les menaces ne m'ont jamais fait arrêter. Jamais, jamais. Moi, j'ai eu mon visage découpé, j'ai eu mon visage arraché. Ça ne m'a jamais fait arrêter. Parce que si nous cédons à la pression, mais où allons-nous? Donc voilà, je pense que nous sommes des résistants et des résistantes, et nous montrons à celles et ceux qui veulent nous faire taire que nous ne nous tairons jamais. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Alors, je vais maintenant passer la parole à mon amie Zineb, que vraiment, je remercie, tout comme Bruno l'a fait, d'être là, parce que elle vit des choses pas faciles au nom de cette liberté, au nom de notre démocratie. Elle la défend bec et ongle. Parfois c'est difficile, mais il faut pas lâcher. Et on est tellement nombreux autour d'elle pour la défendre que, voilà, Zineb, on ne lâche pas. Voilà, je vais vous laisser la parole. Merci à vous. Merci Jacqueline. Merci à Madame Eustache-Brinio, à Monsieur Retailleau, à vous tous d'être là. Merci à Amine et Mohamed aussi de participer à ce panel. J'ai quelques minutes de temps de parole avant de céder la parole à Amine et Mohamed, mais après je pense qu'il y aura un échange avec la salle. Je voudrais commencer en partageant avec vous mon expérience d'aujourd'hui. Ce matin, j'étais sur la chaîne CNews et parlant du guet-apens qui avait été tendu à une patrouille composée de 3 ou 4 policiers à Mantes-la-Jolie par une centaine de racailles, qui voulaient donc agresser les policiers physiquement, en découdre avec eux. J'ai rappelé ce qu'est la légitime défense pour la police, donc leur droit que leur garantit la loi de se servir de leurs armes.
eh bien, il y a déjà, je crois, 4 ou 5 articles de presse qui sont sortis avec le titre, en gros, j'appellerais à tirer sur les foules ou des choses comme ça. Ce n'est pas ça qui compte, puisque ça, c'est encore un autre sujet. La désinformation et le lynchage de toutes les voix qui sortent du politiquement correct. Je voudrais simplement partager avec vous un aperçu de mon quotidien. Donc, cet après-midi, j'ai reçu ça. On t'enverra un message d'ici peu, Zineb, et dire que ton grand-père était le responsable du FLN en France, t'es une honte. Bon, mon grand-père n'était pas le responsable du FLN. Il a combattu le FLN avec le MNA, le Mouvement National Algérien de Messa El Hadj, avec donc un flingue. Cette même personne a continué par la suite, m'a donc envoyé: on va te déboîter, toi et ta famille. Tu peux avoir 20 gardes du corps face au fusil d'assaut. Ça ne fait pas le poids. C'est public, hein, c'est sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut les lire. Ce n'est pas adressé à moi sur ma boîte. Bref, il a continué. Il n'était pas le seul. Hier, alors ça c'était pour aujourd'hui. Hier, donc quelqu'un parlait de accuser Riss, le directeur de Charlie Hebdo, de propos sur les musulmans, bref, et quelqu'un commente: dommage que Zineb et lui n'étaient pas là ce jour-là, on attend patiemment une deuxième tournée. Donc deuxième tournée à Charlie Hebdo. Il est très difficile de recevoir ce type de choses quotidiennement, depuis des années maintenant. Alors c'est cyclique, hein, ça revient, là à peu près depuis 6 semaines, c'est quasi quotidien. Puis il y avait décembre dernier, puis septembre dernier, puis 2015, etc. Et de voir que rien ne se passe. Je me demande, moi, personnellement, quelle est la logique de l'État qui m'alloue une protection policière qui coûte donc de l'argent aux contribuables français. D'ailleurs, je remercie la protection policière qui est dans cette salle, les officiers de protection qui sont là, mais qui, de l'autre côté, ne se soucient absolument pas d'aller traquer cette parole publique qui nécessiterait en réalité que je passe toutes mes matinées au commissariat, que je dépense de l'argent en frais de justice pour payer des avocats, tout ça pour arrêter des types qui profèrent des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Cette impunité, elle est l'un des indicateurs de l'inversion totale des valeurs dans laquelle nous sommes en train de vivre. Cette inversion des valeurs, je la vois aussi lorsque la députée Laetitia Avia nous promet une loi pour lutter contre la cyberhaine sur les réseaux sociaux. Je me dis: chic, enfin quelque chose va être fait, je vais enfin avoir de l'aide. Eh bien non, cette loi, elle l'écrit entre autres avec le Conseil contre l'islamophobie en France, donc le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, donc qui est une association qui poursuit à tour de bras des intellectuels et des journalistes français et qui veut inscrire dans les lois un délit qui n'existe pas. Donc c'est une association qui lutte contre un délit qui n'existe pas en France et qui s'appelle l'islamophobie. Donc c'est le CCIF qui a écrit cette loi avec Madame Laetitia Avia, et la première mouture de la loi prévoyait de lutter contre les propos islamophobes. Donc quelqu'un comme moi se retrouve de facto, bascule de facto chez les criminels. Je suis la coupable, je suis celle qui profère la haine, et non pas ces gens qui m'écrivent des gentillesses tous les jours. Cette inversion des valeurs, elle a commencé aussi avec l'affaire des caricatures, puisque tout le monde trouvait normal de nous dire: vous mettez de l'huile sur le feu. Mais je me souviens que Charb disait: le problème c'est le feu, c'est pas l'huile. Aujourd'hui, il est de bonne loi sur les réseaux sociaux, pour ne rien risquer, de dire en fait que l'islamophobie, validée comme telle par ces chantres, l'islamophobie serait en réalité la cause du terrorisme. C'est vers cela qu'on se dirige proprement. Le terrorisme serait justifié par l'islamophobie. Donc en gros, on reproche à des gens comme moi d'énerver les islamistes et qu'après ils nous tuent, potentiellement. Donc c'est cela le raisonnement en fait qui est tenu. On nous dit que la laïcité serait l'ennemi d'une communauté sempiternellement martyrisée, etc. Je rappelle que si la France n'était pas laïque,
la liberté de culte des musulmans serait sérieusement remise en question. Ils vont au mieux devoir payer une dîme à l'État catholique pour pratiquer leur culte. Et je le rappelle sans cesse aux musulmans. Je leur dis, mais c'est grâce à l'État laïque que le culte musulman est libre en France. On nous dit que la laïcité serait un racisme parce qu'elle viserait une communauté. Et bon, moi, je ne comprends pas très bien comment la laïcité, qui est un système de neutralité juridique, serait devenue un racisme, mais tout est devenu racisme en France. Critiquer l'islam est devenu un racisme, en sachant que les musulmans, dans les pays musulmans, n'ont vraiment pas attendu la France ou tout ce débat-là en France pour critiquer ce qu'ils avaient à critiquer dans la religion de leurs ancêtres. On nous dit, lorsque on critique, lorsqu'on dénonce les terroristes, on nous dit ce ne sont pas des musulmans. Mais et en même temps, on nous dit les critiquer, c'est porter atteinte à l'ensemble des musulmans. On nous accuse de faire un amalgame qui est fait dans la tête de ceux qui nous le renvoient. C'est-à-dire, moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai parlé de racaille. Toutes les personnes qui ont repris mes propos ont dit elle appelle à tirer sur les Noirs et les Arabes. Donc moi, j'ai dit racaille, ils ont entendu Noirs et Arabes. Il faudrait d'ailleurs qu'ils se posent des questions là-dessus. Qui est raciste et qui fait l'amalgame ? On parle d'islamistes. On nous dit non, vous faites l'amalgame avec des musulmans. Par exemple, en substance, ces propos-là voudraient dire qu'en critiquant les terroristes, je prétends que moi-même j'en suis une, ou Mohamed, ou Amine. En fait, c'est ça l'amalgame. L'amalgame dont nous sommes accusés, c'est de prétendre que d'honnêtes personnes qui ont un nom musulman et que personne n'a sondé, personne ne sait si elles le sont ou pas, personne n'a sondé leur conscience, eh bien on leur accole l'étiquette de terroriste. Concrètement, cela veut dire, par exemple, que je prétendrais que Mohamed ou moi-même, qui porte un nom et un prénom musulman, serait une terroriste. Il n'y a rien qui tienne dans ces raisonnements-là. Ce sont des raisonnements absolument fallacieux du début à la fin, qui sont fondés sur le sentimentalisme, sur la mauvaise foi, et qui en réalité trouvent leur justification dans deux choses. La première chose, c'est que l'islamophobie n'existe pas dans les pays musulmans. Ils ne connaissent pas, ça n'existe pas, parce que là-bas, ce qui existe, ce sont des textes de loi qui punissent le blasphème. Donc quand on dit ce qui nous vaut d'être accusé d'islamophobie dans un pays où l'État islamique, la théocratie, hein. Le Maroc est une théocratie islamique, hein, malgré les apparences. Et d'ailleurs, quasiment l'ensemble des pays musulmans sont des théocraties. Eh bien, à ce moment-là, on ne nous accuse pas d'être islamophobe, on nous accuse d'avoir blasphémé, et on est mis en prison, tué, on est obligé de s'exiler, on est lynché par la foule, etc. Les mêmes qui font ça dans ces pays-là, ici en Occident, ils n'ont pas cette possibilité. Le délit de blasphème n'existe pas, on ne peut pas lyncher les gens, enfin, on peut les tuer maintenant, ça a été fait. Mais on va dire que ce n'est pas légal. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont comme outil pour nous faire taire, pour faire taire la critique de l'islam ? Leur outil, c'est l'accusation d'islamophobie, sous-entendu racisme. Donc, l'islamophobie, c'est simplement l'autre mot, c'est le mot occidental pour dire blasphème. Ça, il faut qu'on le comprenne et qu'on ne laisse jamais passer cette idée-là. Deuxièmement, ceux qui nous disent attention, ce débat-là est un débat qui clive la France. Oui, la France est clivée. Absolument. Mais la France n'est pas clivée entre musulmans et non-musulmans. Le seul clivage que je vois personnellement en France qui est irréconciliable et qu'il va falloir justement dépasser, trouver des solutions pour dépasser, c'est le clivage entre les « je suis Charlie » et le « je ne suis pas Charlie ». Chez les « je suis Charlie », il y a de tout. Il y a des gens, il y a des musulmans, il y a des gens de toutes origines, des gens qui pensent que ce qui s'est passé à Charlie Hebdo n'est pas acceptable. Et chez les « je ne suis pas Charlie », eh bien maintenant il y a Mélenchon, il y a Clémentine Autain, il y a Laurence Decoq, il n'y a pas que des musulmans. Il y a aussi leurs idiots utiles et ce que j'appelle leurs collabos. Voilà. Et donc, gardons à l'esprit que c'est le seul clivage, que le peuple français n'est pas clivé sur des bases ethniques ou religieuses comme ils veulent nous les... Non, le seul clivage est un clivage idéologique,
Et nous avons choisi notre camp et nous n'en bougerons pas. Voilà. Et nous les combattrons. Merci. Merci. Merci beaucoup, Zineb. Il y a beaucoup d'émotions parce que je pense qu'en ce moment, c'est peut-être plus difficile qu'à d'autres moments. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'émotions chez Zineb ce soir, mais voilà, on sera toujours là, Zineb. Vraiment. Alors, je vais passer la parole à Amine, qui est un jeune qui vient de Lille. Voilà, je vais lui passer le micro. Alors voilà, il se bat pour récupérer ses neveux qui sont en Syrie. Donc, je vais lui laisser la parole parce qu'il a une sœur qui a choisi une voie qui n'est pas la sienne. Donc il va nous en dire quelques mots et puis il va nous dire aussi ce qu'il pense peut-être de certaines choses qui sont mises en place pour essayer de lutter contre cette radicalisation, est-ce qu'elle est efficace ou pas. Donc je vais vous passer la parole pour entendre voilà, vos propos, le combat que vous menez et puis aussi de nous parler de cet islam radical qui fait en sorte que nous nous divisions alors que nous devons rester unis. À vous. Eh bien, merci. Bonsoir d'abord, Madame la sénatrice. Je vous remercie. Je salue Zineb et je salue également Mohamed. Je remercie Monsieur le Président Bruno Retailleau pour votre invitation et un clin d'œil particulier également à Arnaud de Montlore, sans qui je ne serais pas présent aujourd'hui. Il se trouve à ma gauche. Bonsoir Arnaud. Alors moi, pour me présenter, je m'appelle Amine Elbaï, j'ai 23 ans, je suis juriste en droit public et je poursuis par ailleurs sur un nouveau master. Et je prends la parole, je m'engage désormais depuis 5 ans sur ce qu'on appelle, entre guillemets, la prévention de la radicalisation. On y reviendra après sur ce que veut dire finalement la radicalisation, ça fait débat aujourd'hui, mais cet engagement n'est pas anodin. Il fait suite, bien évidemment, au départ de ma grande sœur en Syrie, le 28 août 2014. Elle est partie en Syrie. Elle a d'abord été radicalisée, venons-en. Elle avait poursuivi un cursus scolaire dans un lycée, dans le seul lycée qui n'était d'ailleurs pas en zone d'éducation prioritaire, un bac littéraire. Et puis ensuite, elle avait validé une première année de droit. Elle a décidé par la suite de prendre une année sabbatique, le temps de donner un sens à son avenir. Et c'est au cours de cette année où elle a été recrutée par des personnes qui, par l'intermédiaire, je dis bien par l'intermédiaire et non pas dedans, certaines mosquées qui lui ont facilité son départ. Tout d'abord, elle a d'abord rencontré une famille de recruteurs, de djihadistes, une famille de recruteurs candidats vers le djihad. Cette famille était connue des services de renseignement. Le principal recruteur aujourd'hui, c'est l'un des condamnés à la peine de mort en Irak, eh bien, il était connu des services de renseignement. Il a d'abord obtenu une décision pénale plus favorable, puisqu'il a été, au lieu de purger sa peine, il a bénéficié d'une remise en liberté. Et à la suite de cette remise en liberté, il a embarqué 25 membres de sa famille, il a marié toutes ses sœurs et il a recruté tout le monde direction le djihad. Je pense qu'il y a eu... D'abord, à travers ce recrutement, il y a eu un échec collectif. Nous avons signalé sa radicalisation sur une plateforme téléphonique, le numéro vert. Alors nous avons appelé ce numéro vert. On nous a d'abord dit qu'elle était radicalisée à 20%. Ce qui veut dire qu'il y avait 80% de chances qu'elle n'était pas radicalisée. Elle a ensuite été signalée par plusieurs copines qui ont effectué des dépositions judiciaires et qui n'ont pas été prises en compte. Elle est partie désormais en Syrie, elle s'y trouve toujours actuellement. Et aujourd'hui, elle est détenue dans un camp kurde avec ma nièce et mon neveu, puisque bien évidemment, elle s'est mariée à un Français, combattant de l'État islamique, et avec qui il a eu 2 enfants. Aujourd'hui, mon combat, il porte essentiellement sur le retour de ces 2 enfants. Parce que j'estime que les enfants qui sont nés là-bas, et la plupart qui sont âgés de moins de 6 ans, n'ont pas à payer les conséquences du choix de leurs parents. En revanche, et nous avons été les premiers à le dire, les adultes qui sont détenus dans ces camps ont aussi une part de responsabilité
dans leur engagement. Alors actuellement, il y a un débat pour savoir où est-ce qu'ils vont être jugés. L'Irak n'en veut pas. Les Américains se sont retirés. Les djihadistes peuvent s'échapper. Il y a tout un débat là-dessus. Et puis, nous ne voulons pas, nous, de notre côté, que les djihadistes se retrouvent en liberté. Et donc la question de la judiciarisation aujourd'hui se pose. C'est une question de sécurité publique et c'est aussi une question qui nous rappelle essentiellement nos principes et nos valeurs. Alors, ma nièce et mon neveu aujourd'hui sont détenus dans ce camp, comme près de 300 enfants français. Et Emmanuel Macron, très scandaleusement, a refusé de rapatrier ses enfants. Ce qui m'a amené à déposer une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme. Parce qu'un enfant, c'est un enfant, et un enfant dépasse aussi bien les clivages politiques que les religions, que nos principes, que nos valeurs. Les droits de l'enfant ne sont pas négociables. En revanche, là où il y a un combat à mener, c'est sur l'islamisme. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai vu les réactions sur les réseaux sociaux. Et parce qu'on s'appellerait Zineb, parce qu'on s'appellerait Mohamed ou Amine, eh bien on serait assigné à résidence et on n'aurait pas le droit de critiquer ceux qui font monter l'islamisme. Je dénonce cette assignation à résidence d'une part, et d'autre part, nous disons aux islamistes que c'est eux qui font l'amalgame entre les musulmans qui vivent en France, qui pratiquent tranquillement leur religion, et ceux qui, ou pas, ou ceux qui nous empêchent de critiquer les dérives religieuses et les dérives sectaires. Alors, très récemment, nous avons alerté Emmanuel Macron qui veut dissoudre la MIVILUD, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Nous sommes mobilisés parce que nous ne voulons pas que cette mission interministérielle soit dissoute. À travers cette mission interministérielle, il y a plusieurs associations qui accompagnent des familles, qui effectuent des signalements pour notamment cibler un cas très particulier. C'est la montée du salafisme. Et ce n'est pas un gros mot que de dire que le salafisme évolue, se multiplie et se métamorphose. Les salafistes, et je l'avais dit à travers une tribune que j'ai pu publier dans les colonnes de Libération, où j'expliquais en 2016 les conditions de départ de ma sœur vers la Syrie. Et j'avais dit qu'elle avait fréquenté 2 mosquées connues par leur lien passé ou présent avec le salafisme. Et là, scandale. Pas d'amalgame. Mais enfin, si au sein même de la communauté, ce qu'on appelle, entre guillemets, la communauté musulmane, même si je ne connais pas, moi, de communauté au sein de la République, on ne peut pas remettre en cause ce sujet, alors où va-t-on ? Où va-t-on ? Nous ne voulons pas, aujourd'hui, nous taire sur ce sujet. Il y a non seulement une montée du salafisme, qui est à distinguer, et Mohamed interviendra, je pense, juste après, de la montée aussi des frères musulmans, qui sont un véritable danger au sein de la société. Mais les salafistes proposent un projet de contre-société, ils veulent vivre en parcimonie, ils ne se mélangent pas, et c'est ça le communautarisme. Quand on réclame non pas des avantages, mais des droits, on s'exclut de la République. Et à un moment, il va falloir demander des comptes à cette communauté, où ils s'assimilent à la République, où ils s'excluent de la République. La deuxième intervention, et ma deuxième intervention, elle porte sur cette notion de la République. Le 14 novembre 2017, très scandaleusement, Emmanuel Macron, dans son discours sur les états généraux de la politique de la ville, reconnaît, à Roubaix d'ailleurs, la part de responsabilité de la République dans la montée du terreau de la radicalisation. Alors lui qui ne s'était jamais exprimé sur la question de l'islam, parce qu'il ne faut pas faire de vagues, pendant la campagne présidentielle, s'est enfin exprimé sur la question de la radicalisation et estime que la République est responsable du départ des jeunes vers la Syrie. C'est d'abord une insulte, c'est méconnaître les fondements même de la radicalisation religieuse. Et d'ailleurs, on y viendra juste après sur ces fondements, mais la République n'est pas responsable du départ des jeunes en Syrie. Les jeunes qui sont partis en Syrie, ils ont d'abord adhéré à un idéal, à un projet de contre-société. Et il faut cesser
de dénier cette part de responsabilité individuelle des jeunes partis en Syrie. Et enfin, dernier point. La République n'a jamais été complaisante à l'égard de l'islam radical, mais certains élus ont été complaisants avec l'islamisme. Je veux parler d'une association qui s'appelle la Brigade des Mères et que je salue ce soir. La Brigade des Mères, c'est une association qui s'est constituée à Sevran, autour de mamans qui avaient, un bon matin, alerté leur maire écologiste, M. Gatignon, pour lui expliquer que des jeunes allaient partir en Syrie. On leur a fermé la porte au nez. On n'a jamais pris en compte les alertes de ces familles. Il y a eu, non pas une part de responsabilité de la République, mais il y a eu une part de responsabilité de certains représentants de la République, non pas dans les départs en Syrie, mais de complaisance avec l'islamisme radical. Et c'est avec l'islamisme et l'islam radical, c'est un fait. Il y a quelque chose, moi, qui m'intrigue beaucoup dans ma commune. Il y a un imam dont je tairai le nom, qui fait plus de 1 500 000 vues par semaine sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de vision en ligne. 1 500 000. À l'heure où je vous parle, le religieux a pris une place prépondérante et beaucoup plus forte que le politique. Ça pose un problème. Parce que nous respectons les religions, mais à condition qu'elles se limitent à leur rôle. Elles n'ont pas à intervenir sur la façon de vivre en société, et elles n'ont pas non plus à intervenir sur comment nous devons penser la République. Et donc je dis, face au terrorisme, il faut cesser d'être complaisant avec cette culture de l'excuse qu'on viendrait instituer d'abord à travers le discours présidentiel, mais aussi à travers les réactions de la gauche, voire de l'extrême gauche, et même des extrêmes de tous bords, qui ont également collaboré avec ces islamistes. Nous devons être fermes, et je salue ce soir le courage de Zineb et le courage de Mohamed, qui, face à l'islamisme, n'ont jamais baissé la tête. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage important. Je vais maintenant laisser la parole à Mohamed, qui va nous parler et qui va nous expliquer un petit peu comment peut-être nous en sommes arrivés là, puisque dans notre pays, nous vivons quand même des événements qui montrent quand même que nous avons laissé faire, que nous n'avons peut-être pas vu, mais en tout cas, ce maillage et cette toile d'araignée qui s'est installée dans notre pays, elle est quand même présente partout, parce que dans les hôpitaux, il y a des revendications, dans le sport, il y a des revendications, à l'école, il y a des revendications, à l'université. On voit que dans tous les pans de notre société, il y a cette présence de l'islam radical, il faut le dire. Et on le constate aujourd'hui, mais certainement que Mohamed va nous expliquer comment, d'abord, nous avons peut-être un petit peu fermé les yeux, mais comment, effectivement, cette takia, comme il l'a expliqué dans son livre, s'est installée dans notre pays et qu'il est grand temps de le dénoncer et de stopper tout cela. À vous, Mohamed. Merci beaucoup. Merci, cher Bruno Retailleau, pour cette invitation. Merci à vous, chère Jacqueline Eustache-Brignot, pour votre sympathie, votre engagement. Je suis évidemment heureux de retrouver Zineb, qui est une amie, qui est une amie de lutte, surtout, et que je soutiens par rapport à tous les salopards qui essayent de lui pourrir la vie. Nous avons souvent, en tout cas de ce côté-ci, les mêmes ennemis, les mêmes détracteurs. Donc en toutes circonstances, je tiens, y compris lorsque je ne partage pas son point de vue, à lui témoigner mon soutien et à dire à tous ces salopards qu'on ne les laissera pas intimider, ni par la parole, ni par la menace. Je salue évidemment Amine El-Bailly, que j'ai connu il y a 3 ans, très brièvement, et qui m'a fait part évidemment de son histoire, de cette expérience terrible, familiale. Alors, je vais essayer en 7 minutes, 7-8 minutes, si vous permettez, essayer de retracer un petit peu le tableau
tel que je le perçois depuis maintenant très longtemps, parce que j'ai eu ce malheur de m'engager sur la question de l'islam politique depuis plus d'une trentaine d'années. D'abord en Algérie, ensuite évidemment en France. Mais j'ai été amené à travailler sur l'islam politique en France, sur l'islamisme, à travers la situation algérienne dans les années 90. J'ai été amené à réaliser un certain nombre d'enquêtes sur les réseaux du GIA et évidemment m'intéresser très vite à différents réseaux logistiques qui ont apporté un appui à la fois évidemment logistique, c'est ce qui avait été étudié, observé, analysé par à la fois les médias et par le pouvoir politique. À l'époque, effectivement, les choses ont été faites dans l'ordre des choses, puisque dès 1993, la France avait lancé une grande opération antiterroriste qui s'est appelée Opération Chrysanthème, qui avait permis de démanteler un certain nombre de cellules. Une politique a été menée et progressivement, la France s'est dotée d'une doctrine antiterroriste. Donc tous ceux qui disent qu'en matière de lutte antiterroriste, la France ne fait rien sont dans un discours excessif qui n'est pas conforme à la réalité et qui est totalement, à mes yeux, insignifiant, parce que depuis les années 80, à son corps défendant, la République française a su se construire une doctrine et un arsenal juridique assez complet. Le problème qui se pose n'est pas, en vérité, face à la lutte antiterroriste. C'est face à l'incompréhension que ce terrorisme est nourri par une matrice idéologique qui s'appelle l'islam politique, qui s'appelle l'islamisme, qui s'appelle le wahhabisme, qui s'appelle les frères musulmans, qui s'appelle le tablir. Je les cite tous parce qu'il y a effectivement, et c'est documenté, des logiques matricielles, une littérature qui alimente cette violence, mais il y a aussi des antichambres qui préparent et qui travaillent les sociétés, et on le voit dans les sociétés arabo-musulmanes, qui ont été en grande partie réislamisées, et on le voit dans les communautés musulmanes en Occident, de façon générale, c'est que le salafisme djihadiste seul n'est pas le seul responsable, même si c'est celui qui préconise, entre guillemets, la violence. Il y a aussi, et on le sait, historiquement, en France, les réseaux du tablir ont fait du prosélytisme, ramené les gens vers les mosquées, qui ont été pris en charge par les frères musulmans, qui les ont travaillés, qui les ont livrés ensuite au salafisme, qui, eux, les ont travaillés différemment. Et gardons en tête que nous sommes face à des sciences sociales, à des sciences humaines, et ce ne sont pas des systèmes figés. Il ne faut pas systématiser les choses, il faut les comprendre dans leur complexité humaine, par ailleurs. Quand j'ai commencé à mener mes premières enquêtes en France, au début des années 2000, le premier livre était intitulé « La France malade de l'islamisme ». Alors, si aujourd'hui vous écrivez « La France malade de l'islamisme », tout le monde est d'accord avec vous, il vous dit bon, quand vous écrivez au début des années 2000 « La France malade de l'islamisme, menace terroriste sur l'Hexagone », vous êtes perçu comme un excité qui est en train d'alarmer la société pour des fins inavouées, voire des puissances étrangères, voire pour, je dirais, un sensationnalisme ou une quête de sensationnalisme. Pourtant, l'actualité nous montrait, et très vite, au regard de ce qui s'était passé aux États-Unis, notamment les attentats du 11 septembre, la montée en puissance de Ben Laden, etc. Bref, je ne vais pas vous refaire l'histoire que vous connaissez. Ce qui m'a interpellé, ce sont deux choses. D'abord, j'ai essayé de mesurer à travers cette première enquête le degré de pénétration d'idéologie islamiste dans la société française, et notamment dans les quartiers. Et elle était bien réelle. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est j'ai effectué, à l'époque, maintenant je ne le fais plus, j'ai effectué des séjours fréquents, notamment en Afghanistan et au Pakistan, et j'ai visité plusieurs écoles coraniques où j'ai réalisé des enquêtes. Et là, un jour, en interviewant un mollah, un idéologue à Peshawar, très réputé, alors, j'ai sorti une caméra après plusieurs minutes de négociation, parce que ces gens n'aiment pas être filmés, donc j'ai sorti une caméra, et en discutant avec lui, bon, il m'a autorisé, il m'a dit, bon, vous êtes musulman, vous avez une barbe,
Cette barbe m'a sauvé la vie plusieurs fois. C'est pour ça que quelque part, hein, je la laisse. Et aujourd'hui, certains me traitent d'islamiste d'ailleurs. Ce qui me fait rire, évidemment, quand je revois mon propre parcours et arriver en 2019 à me faire traiter d'islamiste, je trouve que c'est assez marrant comme histoire. Je le dis en passant comme ça à quelques milieux qui sont en train de regarder sur Internet probablement. C'est que, effectivement, ça me fait marrer. Bref, donc cette barbe m'a ouvert quelques portes dans les milieux islamistes. Et donc, je commençais à l'interroger. Il m'a dit, attendez, c'est les Français qui vont regarder ça? Je lui dis oui. Et il regarde la caméra, parce que quand on fait de la télé, on apprend aux gens à nous regarder, à regarder l'intervieweur, ne pas regarder la caméra. Il regarde la caméra, il dit, pardonnez-moi, M. Retailleau, vous êtes la caméra. Il dit, vous les Français, vos enfants, ils sont là chez nous. On est en train de les former pour qu'ils viennent vous tuer. Ça m'a glacé, parce que c'est pas de la théorie, hein, c'est des enquêtes de terrain très précises. Et effectivement, il a appelé son fils, il lui a dit, va appeler les Français. J'ai vu quelques Français, 8 très précisément. Il y a même une dépêche AFP hein, que les archives peuvent retrouver. Puisque quand je suis rentré, à la fois pour Marianne et pour d'autres confrères, j'ai fait part de cette séquence et surtout de la rencontre avec des Français. Mais des Français, comme le voulait le discours de l'époque, black blanc beurre. C'est-à-dire, il y avait 2 convertis, bretons, un antillais, un africain et 2-3 maghrébins. En somme, voilà, je vous dis rapidement, mais de mémoire, c'était totalement représentatif de la société française actuelle. Pas une ethnie ou déjà une fascination pour l'islam politique. Et très vite, dans les différentes enquêtes, on va trouver, c'est-à-dire à la fois dans les enquêtes journalistiques, mais dans les enquêtes policières, on va trouver des personnes issues de différents milieux, de différentes origines, qui étaient fascinées par cet islam politique. Bon. Alors, le sujet de ce soir, sortir du déni par rapport à l'islamisme, évidemment, je signe, parce que c'est quelque chose que j'appelle de mes voeux depuis plusieurs années. Mais rassurons-nous, parce que quand on regarde la société française, la société, les citoyens français sont sortis du déni. Il n'y a pas un citoyen français qui ignore aujourd'hui que l'islam politique est un danger. Ceux qui feignent d'ignorer, ce sont des groupes idéologico-politiques qui ont des agendas particuliers. Et c'est pour moi là le cœur du problème aujourd'hui. Il faut que nous sortions de tous les dénis. Le premier déni, celui que l'extrême gauche est devenue un allié objectif de l'islam politique. Et qu'une partie de la gauche aussi est devenue un allié politique de l'islam politique. Le deuxième déni qui passe souvent inaperçu, c'est que l'extrême droite est en train de capitaliser politiquement le danger que représente l'islam politique. Qu'on le veuille ou non, la seule correction que je ferai, Madame Eustache-Brinio, par rapport à ce que vous avez dit, il n'y a pas 8 millions de musulmans en France, ni réels ni supposés. Tous les chiffres officiels, et on ne va pas rentrer dans des polémiques de chiffres, ce n'est pas le problème. Qu'il y ait 1000 islamistes en France, c'est 1000 de trop. Qu'il y en ait 10 000, c'est leur force est dans la capacité, la toxicité que cet islam politique génère et l'influence que cet islam politique peut avoir et la transformation de la société qu'il peut générer, y compris sur le plan politique. Vous avez aujourd'hui des gens qui vont vers l'extrême droite, non pas parce qu'ils sont d'une sensibilité extrême droitière, mais parce qu'ils ont l'impression que seule l'extrême droite est aujourd'hui capable de viriliser son discours et d'apporter une solution. Donc, je me permets de m'adresser aux responsables politiques et aux élus que vous êtes. Et là, j'appelle à ce que tous les clivages soient cassés. Ce n'est plus une question de droite ou de gauche. L'enjeu aujourd'hui, me semble-t-il, c'est d'empêcher à ce que la France tombe entre les mains des extrêmes. Tous les extrêmes. Il y a les extrêmes qui tuent et qui sont un danger pour les valeurs de la République. Ce sont les islamistes. Je les combattrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Mais il y a l'extrême droite qui peut atteindre les cimes de l'État et qui peut travestir totalement ce qu'est l'âme et l'esprit et la lettre de cette République à laquelle nous sommes attachés tous. Et si nous ne sommes pas capables
de demeurer dans cette ligne de crête qui, me semble-t-il, est fondamentale. Nous allons livrer le pays à ces gens qui ne valent guère mieux que ceux qu'ils prétendent honnir, qui en vérité sont leurs véritables alliés aujourd'hui. Nous avons un phénomène qui est extrêmement clair, c'est que nous avons une toxicité islamiste qui est réelle, encore une fois, que je souligne, que je reconnais, qui est alimentée par un discours d'extrême droite. Et il y a une extrême droite qui est dangereuse, qui est aux aguets, qui est en train de préparer son ascension au pouvoir, qui est alimentée par l'islam politique. Donc, notre rôle, tous, journalistes, intellectuels, acteurs de la société civile, acteurs associatifs, acteurs politiques, responsables politiques, responsables de l'exécutif aujourd'hui, doivent nécessairement, nous devons plutôt nécessairement tous, ensemble, quelles que soient les divergences que nous pourrions avoir dans un contexte démocratique, faire en sorte à ce que cette République ne sombre ni du côté de l'extrême droite, ni du côté de l'extrême gauche, et soit mise à l'abri du danger effectif que représente l'islam politique. Nous avons en face de nous, en fait, 3 enjeux. Pas un. Effectivement, et je terminerai par ça, l'islam politique crée un contre-feu parce qu'il touche notre émotion, parce qu'il tue, parce qu'il nous menace. Zineb est menacée, elle est obligée de vivre sous protection. Je suis menacé, je vis sous protection depuis 2003. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de menaces de mort. J'ai actuellement 29 procédures judiciaires pour menaces de mort. J'ai réussi à faire condamner 3 personnes, dont une seulement, un homme, à Bordeaux, à de la prison ferme. Donc, je sais ce que peut susciter effectivement le danger islamiste. Mais je ne veux pas que l'émotion ou que la peur ou que la colère guide à la fois mon action et mon propos. Ils nous ont tué nos compatriotes, ils nous ont tué nos amis, ils ont tué pour certains des membres de nos familles. Ils ont endoctriné, comme c'est le cas pour Amine, des membres des familles françaises, de toute origine. Il ne faudrait pas qu'ils fassent de nous, en fait, ce qu'ils souhaiteraient qu'on soit. Parce que eux sont dans l'essentialisation. Autant ils aimeraient être essentialisés systématiquement et voir à ce que tout musulman réel ou supposé soit essentialisé, autant ils essentialisent eux-mêmes la société française. Et ils veulent, justement, sous ce vocable fallacieux, cette escroquerie intellectuelle d'islamophobie, caractériser de cette façon tous ceux qui leur apportent la contradiction. Donc, voilà, la question aujourd'hui et la réflexion que nous devons mener au-delà de cette salle, là où toute personne est en train de nous regarder, c'est d'arriver véritablement à comprendre que les autres dangers ne sont guère moins dangereux, combien même ils ne tueraient pas. Parce que souvent, certains disent « oui, mais ce n'est pas eux qui tuent ». Ce n'est pas eux qui tuent, ils pourraient tuer un jour. Parce que l'extrême droite a tué ailleurs. Et elle peut tuer à nouveau. Il ne faut pas croire que ces extrémistes, ou parmi les extrémistes, seuls certains seraient aptes à générer de la mort, parce que tous ceux qui génèrent la diabolisation de l'autre, la déshumanisation de l'autre, la haine de l'autre, jamais, je termine, jamais en France, jamais, et jamais je m'en suis plaint, je n'ai jamais subi de racisme. Jamais. À part il y a un mois. À part il y a un mois, parce que j'ai tenu ce discours. Parce que j'ai tenu ce discours, les messages racistes que j'ai reçus au cours de ces derniers mois sont 10 fois plus supérieurs que ce que j'ai reçu toute ma vie comme message raciste. Tout simplement pour avoir rappelé une chose qui me paraît fondamentale, c'est que la France ne peut pas et ne doit pas tomber non plus entre les mains de l'extrême droite. Juste pour dire ça, on reçoit aussi, y compris des menaces de mort émanant de l'extrême droite. Je les mets à disposition qui veut. C'est-à-dire, ça va du sale raton, rentre dans ton bled, sale pourriture de bougnoul, tu ne vas pas rester en France, jusqu'à on va te crever, toi et ta famille, la même rhétorique que celle des islamistes, et de l'autre côté, sale islamophobe, on va te crever, toi aussi. Donc, être dans cette, je dirais, moi, enfin, je le dis, je leur dis calmement, ils n'ont jamais réussi, ni les uns ni les autres,
ni à me faire dévier de mon propos, ni tous ceux qui me connaissent savent que je répète inlassablement comme un disque rayé le même discours depuis toujours. Et je continuerai, si je continue à passer entre les mailles de leurs balles et de leurs projets assassins, je continuerai jusqu'à la fin de mes jours à tenir ce propos, parce qu'il me semble fondamental de demeurer démocrate, républicain, farouchement attaché aux valeurs de ce pays, qui intègre dans son âme la plus profonde, justement, les combats antiracistes. Pas ceux du CCIF, les vrais combats antiracistes. C'est-à-dire ceux qui considèrent que tous les citoyens sont égaux, parce que, rappelons-le, c'est écrit sur les frontons de la République. Merci. Merci beaucoup. Merci de ce témoignage important. Alors, nous allons maintenant donner la parole à celles et ceux qui nous regardent, et nous avons quelques petites questions auxquelles nous allons répondre. Alors, la première question s'adresse à Mohamed Sifawi. Donc, en dehors des prétentions communautaristes des islamistes dont on a parlé, y a-t-il chez eux une volonté de domination politique de la société ? Je pense que vous avez en partie répondu. Voilà, est-ce que vous pouvez confirmer cette volonté de domination politique dans la société française aujourd'hui ? Alors, il y a 3-4 types de façons d'approcher les choses. C'est-à-dire quand on lit les gens les plus sérieux d'entre eux. Les idéologues les plus illuminés, type Al-Qaradawi, etc., ont dit que leur volonté, il faut prendre ça comme un idéal, non pas comme un but politique, mais comme un idéal absolu dans une mythification et mystification du discours. Nous allons reconquérir, disent-ils, toutes les terres qui ont été dominées par la nation musulmane. On peut trouver ça, effectivement, dans un certain nombre de discours d'idéologues plus ou moins charismatiques. Mais ceux qui, chez les frères musulmans, sont dans une approche politique, sont très pragmatiques. Ils connaissent parfaitement leurs moyens, leurs limites. Et je dirais, en toute tranquillité, quand on est français, quand on est attaché à la République, est-ce qu'on peut véritablement avoir peur d'une civilisation qui n'est pas capable aujourd'hui de fabriquer la balle avec laquelle elle nous menace ? Soyons sérieux. Je veux dire, quand Hitler menaçait le monde, il construisait 5000 Panzers par jour et il avait une capacité de domination aérienne et une armée extrêmement sophistiquée avec une capacité technologique, etc. Aujourd'hui, ceux-là qui vocifèrent sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui ont des idéologues qui disposent de chair dans des mosquées, qui menacent le monde entier, etc., souvent, même le couteau qu'ils brandissent devant nos yeux, ils ne le fabriquent pas eux-mêmes, il est fabriqué en Chine. Donc, je ne leur accorde pas, je dirais, de ce point de vue, un grand respect, une grande considération. En revanche, ils sont capables de fracturer nos sociétés. Ils sont capables véritablement de nous monter les uns contre les autres. Ils sont capables de faire vriller les mentalités. Ils sont capables de faire renoncer à des sociétés démocratiques à leurs propres valeurs. On le voit souvent, la montée des populismes dans le monde, à commencer aux États-Unis, Trump, ou la montée des populismes dans l'ensemble des pays européens, lorsqu'on regarde la courbe, elle est liée à la montée de la menace islamiste. Et qui dit menace islamiste avec tout ce qu'elle peut générer, c'est-à-dire comme sentiment d'expropriation du territoire, comme sentiment parfois réel. Mais nous ne sommes pas, par exemple, dans ce truc complotiste, parce qu'il y a des gens qui vous disent oui, il faut combattre le complotisme des islamistes. Oui, mais il faut aussi combattre le complotisme de l'extrême droite. Le grand remplacement n'existera pas. Je veux dire, je vois pas quelle nation de presque 70 millions d'habitants va se faire remplacer par 4 millions d'habitants. Enfin, toujours est-il, tout en disant que ces 4 millions, ces 5 millions, ces 6 millions, combien même seraient-ils 8 millions, ne sont pas et ne représentent pas, ça a été dit, un groupe homogène et monolithique. Il faut sortir là aussi un peu des discours paranoïdes. Il faut revenir à un peu de sagesse. Donc, ce que cherchent les frères musulmans avant tout, parce que là, c'est quelque chose qui est à leur portée, ce qu'ils recherchent, c'est prendre le pouvoir au sein des communautés musulmanes pour pouvoir peser face au pouvoir public et être les seuls interlocuteurs de ces pouvoirs publics et de la société civile. C'est vrai, et d'ailleurs, il y aura, on en reparlera peut-être à un autre lieu, c'est toutes les dialectiques des mosquées, maîtrisées par personne avec des imams autoproclamés,
qui favorise ce discours-là, parce que la dialectique des mosquées est quand même l'une des difficultés pour une partie de la jeunesse de notre pays. Ça, on y reviendra peut-être, mais c'est une vraie réalité. Alors, une question pour Zineb, maintenant. On peut expliquer l'abandon de certaines valeurs républicaines chez les politiques par le clientélisme électoral. Comment l'expliquer pour les journalistes et les intellectuels? Alors, il y a plusieurs façons de l'expliquer. D'abord, nous vivons véritablement, sans vouloir exagérer, un climat inquisitoire sur tout ce qui concerne la critique de l'islam. D'ailleurs, combien d'événements culturels, d'expositions n'ont pas eu lieu, ont été déprogrammés pour des raisons de sécurité en Europe depuis les attentats de Charlie Hebdo? Combien de journaux, de journalistes se sont auto-censurés? Je repense toujours aux déclarations de certains caricaturistes après les attentats de Charlie Hebdo. Par exemple, Philippe Geluck, le dessinateur belge, qui disait « Non, moi je dessine pas Mahomet ». Pourquoi? Il dit « Moi je respecte les musulmans ». C'était dans la foulée des attentats, peut-être 2 jours après. Donc, sous-entendu, Charlie, nous, on ne respectait pas les musulmans. En réalité, je pense que Philippe Geluck avait peur d'être tué, ce qui est tout à fait légitime et normal. Mais ce qui est lâche, c'est d'essayer de donner à sa propre peur des explications philosophiques qu'elle n'a pas. Je préfère de loin l'explication du dessinateur algérien Ali Dilem, qui a dit « Moi, je ne le dessine pas parce que je vis en Algérie et que c'est interdit par la loi ». Donc voilà. Et je soutiens par ailleurs Charlie Hebdo. Il nous a témoigné son soutien de la façon la plus claire. Mais il était honnête dans sa réponse. Je trouve qu'il y a, dans la question des intellectuels et des journalistes, quelque chose, une piste de réponse dans cette dérive absolument scandaleuse, dans cette faillite de l'intelligence chez la gauche. La gauche a voulu se recréer un idéal, se recréer une classe ouvrière en les musulmans. Voilà. C'est-à-dire la gauche a construit cette figure tutélaire du musulman, bloc monolithique dominé, qui correspondrait en quelque sorte à la nouvelle classe ouvrière. Ce qui est d'abord faux d'un point de vue scientifique, ce qui est essentialisant. Pour moi, aujourd'hui, la pire forme de racisme qui existe, la plus sournoise, c'est le différentialisme culturel. C'est-à-dire, il m'est arrivé d'être traité de bougnoul aussi. Mais je dois dire que dans mon expérience à moi, j'ai toujours été traité de bougnoul par des défenseur de l'islam. C'est-à-dire, j'ai été traité de bougnoul, d'ailleurs, nous deux, d'ailleurs, dans la même phrase, par Abdelaziz Chambi, c'était quand? C'était avant-hier, devant la chaîne CNews, qui parlait de bougnoul de service. Il a parlé de Mohamed et moi, et d'une certaine, et de quelques autres illustres islamophobes comme nous. Donc, voilà. Mais je trouve que la forme la plus pernicieuse, la plus nuisible de racisme, c'est le différentialisme culturel, parce que lui n'est pas identifié. Les propos de M. Chambi, normalement, tombent sous le coup de la loi. Mais le différentialisme culturel, c'est exactement ce que font ces intellectuels et ces journalistes. C'est-à-dire qu'ils choisissent la facilité, le camp du bien, le fait de se dire on ne veut pas avoir de problème. C'est tellement plus facile de dire oh les pauvres gentils musulmans, c'est des victimes, nous sommes des gens bien, nous allons les aider. Alors oui, on ne veut pas habiter sur le même palier avec eux, certes. Hein, nous, on n'est pas sur le même palier et tout. On n'a pas grandi ni à Beni Mellal, ni à Siout ou dans un pays musulman où l'on a pu mesurer ce qu'est l'islamisme au quotidien, ce qu'est le déni de la liberté, le déni de la raison, le déni de la liberté, le déni des droits, de l'égalité, le déni de la personne humaine que représente le joug islamiste, eh bien cette caste-là d'intellectuels et de journalistes, en réalité, achètent leur étiquette de gens bien sur le dos du combat mené par les gens libres et propres dans les pays musulmans pour s'émanciper du joug de la religion. Qui sont ces journalistes qui, ici en France,
vivent avec des droits, sont nés avec des droits pour lesquels les musulmans dans des pays musulmans risquent leur vie et qui bradent ces droits-là sur l'autel de leur propre réputation et lâcheté. En réalité, ces gens-là, il faut aussi les démasquer parce qu'ils participent au climat inquisitoire qui est imposé par les armes, mais qui est aussi protégé par le politiquement correct, par la lâcheté des gens et par aussi une forme de condescendance que moi j'appelle du racisme, qui consiste à dire eh ben, les musulmans c'est une espèce protégée, si commettent un crime c'est pas leur faute, c'est jamais leur faute, c'est des mineurs à vie, voilà, c'est tout est de la faute de l'Occident. Un discours absolument insupportable qui n'est rien d'autre qu'un discours raciste. Bravo, bravo. D'ailleurs, avant de passer à la question pour Amine, il y a une question qu'il faudrait leur poser. La plupart de ces journalistes qui défendent, comme l'a si bien décrit Zineb, ils seraient incapables de faire des reportages dans ces quartiers qui sont parfois aux mains de salafistes et des frères musulmans. Parce que les journalistes ne restent pas, ne rentrent pas et ne peuvent pas faire de reportage. Une femme encore moins. Donc de temps en temps, nous donner des grandes leçons de morale sur la liberté et sur la manière de décrire des choses, moi je leur conseille d'y aller dans ces quartiers qui sont un peu compliqués aujourd'hui, qu'ils aillent avec leur caméra. Il n'y a pas un journaliste, pas une journaliste femme qui reste 5 minutes dans ces quartiers. Pas une. C'est pas nouveau. Moi, quand j'étais agressée il y a 10 ans, il y a une jeune journaliste de France 2 qui m'a dit « Madame, nous avons ordre de ne plus aller dans ces quartiers, on ne peut pas y travailler. On ne peut pas y travailler parce qu'on se fait voler le matériel ou nous sommes insultés et tapés. » Donc c'est vrai que c'est bien de faire des grandes leçons de morale sur un plateau de télé, mais il y a une grande partie des journalistes qui ne peuvent pas aller travailler dans certains quartiers. C'est la réalité. Donc c'est vrai que vous avez eu raison de rappeler un petit peu le cadre et l'objectif. Merci Zineb. Alors une question pour Amine maintenant. Est-ce que les enseignants, à votre avis, sont assez formés et assez conscients du phénomène de radicalisation? Eh bien, non. La réponse est non, naturellement. Et je pourrais vous en dire davantage, puisque à la suite des attentats qui ont frappé le pays, j'ai décidé de m'engager dans la réserve de l'éducation nationale, ce qui m'a permis d'intervenir un peu partout en France, dans les collèges et les lycées, pour transmettre ce qu'on appelle les valeurs de la République. En tout cas, pour ma part, c'était plutôt pour accompagner davantage le personnel sur la détection de la radicalisation, en sachant quand même qu'il y a 2 paramètres à prendre en compte. Le premier paramètre, c'est que les enseignants ne sont même pas formés face à la montée de la radicalisation violente d'origine religieuse. On a dit aux professeurs qu'il y avait la loi de 2004 sur l'interdiction sur le voile. L'année d'après, il y a eu les émeutes dans les banlieues. On leur a dit surtout, pas de vagues. Restez où vous êtes, essayez de faire comme vous pouvez et essayez de trouver un consensus entre ceux qui pourraient avoir au fond d'eux-mêmes des revendications religieuses et ceux qui n'en avaient pas. Et le problème, il est là, c'est qu'il n'y a pas non plus de grille de lecture de la radicalisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a différents profils. Ceux qui sont partis en Syrie, ce n'est pas uniquement des jeunes issus des quartiers populaires. Ça touche vraiment tous les milieux sociaux. Toutes les représentations sociales sont concernées par le phénomène de radicalisation violente. Et puis, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on entend par radicalisation ? Parce que s'il s'agit simplement d'avoir un débat sur le menu de la cantine, ok, il y a peut-être une forme de radicalisation, cette fois-ci politique, mais à quel moment on passe d'une radicalisation politique à une radicalisation religieuse ? Là aussi, la question est posée. S'agissant cette fois-ci de la formation des enseignants, il n'y a pas de formation à proprement parler des enseignants. On les forme uniquement sur la question de la laïcité, ou en tout cas, on initie les enseignants sur la laïcité et on forme les CPE. Alors je tiens d'ailleurs à préciser que pour les CPE, les formations sont obligatoires et pour les professeurs, ou en tout cas pour une partie d'entre eux, elles sont facultatives. S'agissant toujours de la formation face à la radicalisation, je voudrais vous donner un chiffre. C'est la somme de 1 100 000 d'euros. C'est votre argent, c'est vos impôts qui ont financé, il y a quelques mois,
l'association, le CDPSI, le centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam, qui était mené par Madame Dounia Bouza, membre du CFCM, et d'ailleurs on pourra en dire tant sur la composition du CFCM, et ça pose quand même, ancienne membre du CFCM, ça pose quand même un problème de légitimité. C'est 1 100 000 finalement, on a vu qu'il y avait tout un business opaque autour de la radicalisation et de la déradicalisation. En réalité, les enseignants ne sont pas formés, ils font avec, et surtout, ils ne savent même pas à qui s'adresser lorsqu'ils sont confrontés à un cas de radicalisation. Est-ce qu'ils doivent le signaler immédiatement au service du rectorat, ou alors est-ce qu'ils doivent saisir le procureur? Moi, je pense qu'il faut travailler, en tout cas entre les administrations, et notamment entre le service public de l'éducation nationale et le service justice, et créer un lien, en tout cas, avec les procureurs issus des TGI territorialement compétents, pour faire en sorte que ces signalements soient systématiquement transmis, évalués pour notre sécurité. Alors, juste 2 mots sur les enseignants, parce que les enseignants, ils ne sont pas toujours confrontés à la radicalisation, et c'est important de le dire, ils sont aussi confrontés aux volontés de certains parents qui veulent que l'école accepte des accommodements à l'école de la République. Je pense qu'il y a une vraie difficulté à ce niveau-là, et que les enseignants ne sont pas toujours soutenus par leur hiérarchie quand ils sont face à des difficultés et à des demandes communautaires. Ça, il y a une vraie réalité à ce sujet. C'est vrai. Et d'ailleurs, je finirai sur ça, quand la semaine dernière, nous avons eu ce débat, le ministre, il a eu quand même des mots qui sont inquiétants. Quand il a dit « je ne suis pas favorable à ce texte parce que nous allons faire du cas par cas et on ne peut pas généraliser une loi sur ce sujet sur le territoire français », il n'y a rien de pire dans la bouche d'un ministre que de dire ça. L'école de la République, elle est une et une seule. Que nous soyons un enfant du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest de la France, la République, elle doit s'appliquer de la même manière pour tous les enfants. Quand un ministre de l'Éducation nationale dit ça, jamais j'ai entendu un ministre dire ça, on fera du cas par cas. C'est-à-dire que c'est mettre les enseignants devant une difficulté évidente, sans texte, sans règle, qui peut s'appliquer sur l'intégralité et toutes les écoles de France. C'est grave, enfin pour moi, d'avoir dit ça. Oui, oui, bien sûr. Allez-y, allez-y. Oui, juste, évidemment, c'est pas d'opposition, mais il y a une réalité. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui face à un vrai problème. Alors, à titre personnel, je tiens à le préciser, j'ai toujours défendu l'idée que les sorties scolaires faisaient partie du temps scolaire. Et que de ce point de vue, une accompagnatrice était une auxiliaire de la vie scolaire. Bon, ça c'est ma position personnelle. 2 choses. D'abord, j'ai dénoncé vigoureusement l'attitude de l'élu de l'extrême droite qui a permis de victimiser, comme d'hab, qui a permis de victimiser ces gens-là, de leur donner le beau rôle, parce qu'effectivement, on ne peut pas s'ériger en logique milicienne parce que quelque chose ne me plaît pas, je vais faire la loi selon ma convenance, ce n'est pas la République. Il y a un deuxième point, c'est que la loi lui permettait d'être là, c'est comme ça, même si je ne suis pas content, mais c'est comme ça. Il y a plusieurs lieux où la femme voilée est présente et ça me pose problème. J'ai vu des femmes voilées, y compris dans des enceintes judiciaires. Et d'ailleurs, il y a l'une d'elles qui me poursuit parce que j'ai dit clairement que le voile ou l'idéologie qui promeut le voile est celle qui promeut la violence et l'inégalité homme-femme et beaucoup de choses. Bon, on verra ce que la justice va dire. La question que je veux soulever est la suivante, c'est que au-delà du voile, on a laissé se construire ou s'ériger en France des ghettos ethno-religieux. Certains les appellent perdus. Moi, je considère qu'ils ont été abandonnés par la puissance publique. Ils ont été abandonnés par la puissance publique, qui les ont livrés à la fois aux dealers, à la racaille, effectivement, aux voyous, mais aussi aux islamistes. Et qui ont laissé des maires ériger leur petite clientèle électorale et ainsi ouvrir leur petite épicerie. Quand on discute aujourd'hui avec des enseignants dans ces quartiers difficiles qui ont beaucoup de mérite, voilà la question, parce qu'on est entre gens qui voulons réfléchir,
c'est oui. Mais aujourd'hui, l'interdiction, sachant que je suis pour, hein, mais j'ai un vrai dilemme, c'est l'interdiction, c'est priver dans certains quartiers les enfants de sortie scolaire si demain, les mamans, et ça c'est des enseignantes qui m'ont dit, des mamans ne peuvent pas suivre. Parce qu'il y a effectivement dans certains quartiers, les seules mamans qui sortent sont des mamans voilées, notamment en Seine-Saint-Denis. Donc, encore une fois, j'ai exprimé, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ma position personnelle. J'ai exprimé mon point de vue par rapport à la fois au voile et à la loi, mais j'exprime une réalité sociologique. Que fait-on avec ça ? Alors d'abord, la Seine-Saint-Denis, c'est pas le meilleur exemple, hein, parce qu'avec des élus comme il y a en Seine-Saint-Denis, c'est pas étonnant qu'elle porte toutes le voile. Mais moi, je pense que justement, en Seine-Saint-Denis, c'est un combat à mener. D'abord, toutes les mamans sont pas voilées, c'est faux. D'abord. Et puis les mamans, elles peuvent faire comme certaines lycéennes majeures qui enlèvent leur voile pour aller à l'école et qui remettent le voile quand elles sortent de l'école. Enfin, voilà, c'est aussi montrer qu'on veut participer à l'école de la République. Puis si elles ne veulent pas, il y a d'autres moyens de trouver des accompagnateurs. Moi, je rentre pas dans l'argument de la victimisation des enfants qui sortiront pas. Je pense qu'ils continueront à sortir parce que quand tout le monde sera ramené à la raison et à la loi, comme en 2004 où c'est pas été facile, hein, la loi de 2004, eh ben cette loi-là, elle sera la même. Il y aura il y aura des gens qui vont dire, moi je pourrais plus y aller. Et puis petit à petit, ça pourra peut-être aider des femmes d'ailleurs à s'en libérer. Si ça pouvait, ça serait bien. Mais voilà. En fait, ce Vraiment. que je cherche personnellement, c'est de me stimuler intellectuellement pour avoir des arguments face à des gens. Oui, non, mais oui, c'est vrai. Mais vous savez, moi, je suis élue dans le Val d'Oise. Et moi, je suis élue dans le Val d'Oise, hein, dans une ville où il y a 32% de logements sociaux, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Toutes les mamans, c'est pas vrai, toutes les mamans ne sont pas toutes voilées, heureusement d'ailleurs, et même en Seine-Saint-Denis. Mais si certains élus ne les poussaient pas à porter le voile pour avoir une revendication dans l'espace public, il y aurait peut-être un peu plus de légèreté dans certaines écoles. Voilà. Alors je vais juste répondre à une question qui m'est personnellement posée, parce qu'effectivement j'ai fait fermer une mosquée qui était entre les mains de salafistes, et en particulier qui venait de Seine-Saint-Denis. Donc vous imaginez, moi j'ai entamé une procédure judiciaire et j'ai montré toutes les infractions au PLU jusqu'au bout. Voilà, ça a été une lutte terrible, puisque quand ils voulaient pas que nous rentrions pour aller vérifier, moi je disais on passe par-dessus la grille, et ça me posait aucun problème de passer par-dessus la grille. Et ça me posait aucun problème d'avoir un serrurier qui pète les serrures. C'est ce que nous avons fait, et nous avons fait fermer cette mosquée. Et cette mosquée aujourd'hui, elle a été condamnée à remettre en l'état la maison qu'ils avaient achetée, et elle a une astreinte assez forte qu'elle doit donner à la mairie depuis 2 ans et demi, puisqu'elle n'a pas remis en état les locaux. Mais je pense qu'il faut effectivement beaucoup de courage pour le faire, et ne jamais céder, parce que je voudrais juste finir par là. Vous savez, quand vous laissez ouvrir ce genre de lieu entre les mains de types qui sont pas respectueux de la République, dans des quartiers HLM, grosse concentration HLM, il y a 1200 HLM dans ce quartier, la République ne passe plus. Parce qu'ils veulent organiser eux-mêmes les matchs de foot, ils veulent organiser les loisirs, ils veulent remplacer le service public. Moi, je l'ai vécu, hein. Je faisais des tournois de foot à ce moment-là. Ils appelaient les mômes, ils disaient, ah non, ce qu'elle fait, la mère, c'est pas bien, on va pas aller à ces tournois de foot, on va lui planter ces tournois. Ils m'en ont planté 1, pas 2. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est eux qui s'approprient le quartier et qui sont, c'est eux qui disent comment doivent se comporter les gens. Dans ces quartiers-là, il y a des femmes seules qui sont les premières cibles de ces types-là. Les premières. La police des mœurs et de la pensée. On les regarde, on les suit, on regarde. Moi, j'ai une fille que je connais bien qui a acheté le sapin de Noël parce que elle est arrivée en France toute petite avec des parents dans la première génération. Il la surveillait parce qu'elle achetait un sapin de Noël, sincèrement, en disant mais qu'est-ce que t'as été faire, voilà. Avec cette dialectique des mosquées, ma sœur, mon frère, ce qu'on n'entendait jamais avant. Enfin, voilà. Moi, l'autre jour, ma sœur, calme-toi. Non, je suis pas ta sœur. Non, pas du tout. Surtout pas. Non, mais je veux dire, c'est ça. C'est-à-dire que cette dialectique, elle est là. Elle est là. Ah, pardon. Il y a aussi cousine. Pas plus, Zineb. C'est pas plus mes cousins, mes cousines. Voilà, je pense que d'abord, je voulais vous remercier. Je vais laisser la parole à Bruno Retailleau pour conclure, mais je pense que, on a eu un débat riche avec, des analyses très précises de ce que nous vivons, et
Zineb, encore une fois, on ne lâche rien. Même si c'est difficile, on ne lâche rien. Je viens d'apprendre à l'instant que la Ligue des droits de l'homme me poursuit en justice. Voilà, pour avoir rappelé le droit à la légitime défense de la police. Zineb, Voilà. nous serons très nombreux à vous soutenir face à cette Ligue des droits de l'homme qui parfois est un peu de la bonne conscience. Donc voilà, vraiment. Je pense qu'on peut applaudir Zineb, vraiment. Bien, je pense que ce soir, beaucoup auront été intéressés dans cette salle et hors les murs. Je voudrais simplement, pour rebondir sur quelques propos et pour conclure, dire trois choses. La première sur des propos avec une dimension politique. Le texte sur le voile pour les sorties de l'école a été très très pédagogique. Et je vais vous citer les trois postures politiques qui doivent être perçues par chacun. D'abord le gouvernement. On avait en face de nous le ministre le plus laïque, soi-disant. En réalité, il s'est opposé au texte. Et croyez-moi, s'agissant de ce texte, qui est un très bon texte, mais il s'agissait simplement de dire les règles qui ont lieu dans l'école doivent avoir lieu dans l'école hors les murs. C'était très peu de choses. Le gouvernement s'y est opposé. Donc pour tous ceux qui attendent une fermeté sur ce sujet-là, s'il n'y a pas de fermeté sur ce petit sujet, il ne peut pas y avoir de fermeté par ailleurs. Deuxième chose, moi j'ai regretté parce que j'ai connu au Sénat des grandes voix de gauche comme Jean-Pierre Chevènement, comme Robert Badinter. C'était une gauche qu'on qualifiait de républicaine, non pas pour dire que la gauche actuelle n'est pas républicaine, mais c'est une gauche qui est plutôt terranovienne, qui a intégré dans son projet politique cette idée des minorités, ce que je disais tout à l'heure, qui ne correspond pas du tout au modèle républicain français. Quant au Rassemblement national, qu'est-ce qui s'est passé sur ce texte? On a cet énergumène de Franche-Comté qui humilie en réalité cette maman devant son enfant, et qui donc empoisonne la question, quand nous on devait traiter, et Dieu sait, il y a eu un choc en termes d'actualité, avec une émotion. On m'a dit, mais retirez ce texte-là, monsieur le président Bruno Retailleau, président du groupe parlementaire, il faut le retirer parce qu'il y a une actualité. Donc il empoisonne la question, qui est une vraie question, sans y apporter réponse, puisque l'élu du Rassemblement national qui siège au Sénat n'était pas là, il n'a même pas pris part au vote. Donc ça veut dire que ces gens-là, en réalité, empoisonnent une question, qui est une question légitime, mais que la différence, c'est que nous apportons en face de cette question légitime une question, une réponse. En revanche, eux, ils apportent en face de cette question, ils montrent des boucs émissaires, ce qui est une attitude politique très très différente. Ça, c'est le premier point sur l'aspect politique. La deuxième chose qui me paraît importante pour ne pas l'oublier, le risque de fracturation. Bien sûr que ces gens-là veulent fracturer la société. Le voile et d'autres bouts de tissu ont, si j'ose dire, cet objectif de séparation entre les sexes, mais de séparation entre les Français eux-mêmes. C'est ça qui rend les choses insupportables. Je voudrais simplement vous dire que si les élus, les hommes politiques sont divisés sur la question, et sur cette question d'application de la laïcité, c'est sans doute le seul sujet où les Français sont rassemblés. Tous les sondages vous diront qu'entre 75% et 80% des Français veulent la laïcité, ne veulent pas qu'on touche à la loi 1905, que 75 ou 80% des Français considèrent que ce sujet, la laïcité, n'est ni de droite ni de gauche. Alors je dis à Emmanuel Macron, si ce sujet, les Français le considèrent ni de droite ni de gauche, il faut qu'ils puissent s'en emparer. Et enfin, dernier point, que faire? Je pense que dans les années futures, le grand sujet ne sera pas l'économie. Ce sera le défi civique. Et je crois qu'il y a plusieurs défis à résoudre. Le premier, c'est ce que d'autres que moi ont appelé la conversation civique. Faire en sorte que, dans notre République, dans la démocratie, le débat soit possible. Et que Mohamed Sifawi ne se fasse pas, par exemple, censurer dans le cours de prévention de la radicalisation à la Sorbonne. Voilà. Et d'autres ici. Ce débat-là, il est nécessaire. Et quand on nous jette à la figure cette accusation d'islamophobie, c'est bien évident, il s'agit à chaque fois d'oblitérer le débat. Donc, le débat, il est nécessaire. Il est consubstantiel à la démocratie et à la République. Un débat avec des arguments, et on peut être pour et on peut être contre. La deuxième chose, c'est la loi républicaine. Pas la loi religieuse. La loi de la République,
qui est souvent peu appliquée. Et quand il y a des trous dans la raquette, eh bien, on vote une loi. On l'a voté pour les sorties scolaires. Je déposerai dans quelques jours pour les listes communautaristes. Dans Taquilla, il y a d'excellents exemples sur Strasbourg et ailleurs de listes communautaristes, de partis à visée communautariste. Il faut que la République française se dote d'un arsenal, non seulement policier, judiciaire contre le djihadisme, mais d'un arsenal aussi législatif et constitutionnel contre ce genre de menées. Donc le débat, la conversation civique, ensuite des lois, appliquer de nouvelles lois quand il le faut, mais en général, on a un bon arsenal de lois. Et enfin, ce qui est important, c'est que non seulement il faut faire respecter la République, mais il faut faire, je crois, aimer la France. Si nous ne comprenons pas, nous les citoyens français qui aimons la France, que à force de proposer la France comme éternellement coupable, comme un anti-modèle, comment voulez-vous agréger à notre histoire nationale, à notre destin national, notre projet des jeunes générations qui sont en train d'entrer en sécession, dans une forme de séparatisme. Eh bien, faire respecter la République, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire aussi aimer la France, sans en avoir une vision à la fois lacrymale ou pénitentielle, et c'est comme cela que je pense qu'on réhabilitera ce que moi j'appelle, et moi je pense que c'est l'assimilation française qu'il faut promouvoir, parce qu'il s'agit désormais d'assimiler des valeurs de liberté, de république, de laïcité, d'égalité, de fraternité, et on assimile des valeurs. Et n'oubliez jamais que, sans doute dans la littérature récente et politique et autres et intellectuelle, on dit mais l'assimilation c'est une contrainte. Sauf qu'il y a sans doute une contrainte d'un côté, mais c'est une promesse, c'est de devenir complètement français. Je rappelle à chacune d'entre vous que la France, c'est cet effort séculaire de faire en sorte qu'on puisse accorder ce qu'il y a vraiment de plus universel dans chaque homme, dans chaque femme, et de plus singulier dans chaque homme et dans chaque femme aussi. C'est ça la France, pour moi, la République française. Eh bien, je pense que ce soir, on a eu une chance immense, et j'en suis très fier, d'avoir devant nous des intervenants qui sont non seulement courageux, mais qui sont absolument déterminés. Et je pense que ce soir, Force républicaine porte bien son nom. Merci de votre attention.